Merci de nous retrouver pour votre émission Toute la vérité. C'est un plaisir, comme tous les dimanches, sur la Sen TV, en synchronisation avec la radio Zik FM 89.7. Aujourd'hui, un plaisir également de recevoir dans cette émission Birame Faye, directeur général de l'ASP, l'Agence de sécurité de proximité. Monsieur Faye, un plaisir de vous avoir dans ce numéro de Toute la vérité. Merci déjà de nous accorder cet entretien. Merci beaucoup Birame, bonsoir et bonsoir aussi aux autorités de Sen TV, aux téléspectateurs, aux téléspectatrices qui nous suivent. Merci aussi pour l'opportunité que vous nous offrez de nous adresser encore à nouveau aux Sénégalais. Et j'ai pris que le débat en tout cas soit utile. Utile pour tous les Sénégalais puisque vous avez un secteur où justement vous avez des auxiliaires du développement. On les appelle ainsi, agents de sécurité de proximité, utiles aux Sénégalais. Nous reviendrons peut-être sur ces autres casquettes que vous arborez, puisque vous êtes quand même aussi politique. Mais d'abord, directeur général d'une structure créée pour justement le bien-être des Sénégalais. Comment se porte l'agence que vous dirigez aujourd'hui et surtout les éléments qui en font pour certains une fierté? On reviendra peut-être sur quelques travers tout à l'heure. Merci pour cette question pertinente. Depuis environ 1 an, j'ai l'honneur et le privilège de diriger l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. Je rends grâce à Dieu, à Allah le Tout-Puissant. Je remercie également le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour cette marque de confiance encore une fois renouvelée. Parce qu'en l'espace de 9 ans, quand même, il m'a porté à la tête de 3 structures d'une importance capitale. Dans la neige. La neige, 3 ans à la tête de l'emploi des jeunes du Sénégal, 5 ans à la tête de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, et depuis 1 an à la tête de cette institution, à savoir l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité. Une agence qui a été portée sur les fonds baptismaux en 2013, dans un contexte particulier, et pour des raisons précises. D'abord, renforcer les dispositifs sécuritaires gérés par les forces régaliennes, que sont la police et la gendarmerie, conformément au décret portant création de notre institution. La police et la gendarmerie constituent nos partenaires de premier rang. Donner également une opportunité à 13 000 jeunes, quand même, la possibilité de participer à la construction et à l'édifice du pays. Donc c'est une agence qui a été créée dans un contexte de forte demande en matière de sécurité et dans un contexte de sous-emploi des jeunes. Pour un président né après les indépendances, dans un pays composé de jeunes majoritairement sur le plan démographique, et pour un président qui a dit dans son programme que la jeunesse constitue sa priorité fondamentale. Et au-delà de ça, un pays pratiquement dont l'essentiel de l'histoire a été fait par la jeunesse. On peut citer des dates illustratives comme 68, 88, 2000, 23 juin, ainsi de suite. Dans un contexte de forte demande sécuritaire, parce qu'au niveau national, nous assistons au développement de la petite et de la grande délinquance. Et un travail a été fait dans ce cadre avec l'agence, qui montre que, par exemple, vers Dara, vers Linguère, il y a le développement du vol de bétail. Vers Mbour aussi, il y a le développement de certains fléaux qui accompagnent le tourisme. Et vers Kédougou, on peut noter également le développement de la délinquance avec l'exploitation minière, ainsi de suite. Dans la sous-région, nous voyons ce qui se passe avec les G5 Sahel, avec une criminalité organisée, le développement du trafic de drogue, ainsi de suite. Et l'Afrique n'est pas encore épargnée. Et au niveau mondial, humanitaire, nous pouvons dire que dans ce XXIe siècle, le principal défi, en tout cas, auquel l'humanité est confrontée, le défi le plus préoccupant, c'est le défi relatif à la sécurité, ce qui est un droit fondamental pour tout le monde, parce que pour y ait la paix, il faut la sécurité, et pour penser aussi développement, il faut qu'il y ait la paix. Donc, mais quel est le rôle justement de ces agents aujourd'hui que l'on voit un peu partout au Sénégal, dans les commissariats, pratiquement dans les quartiers, dans certaines cités, ce sont ces agents qui font office un peu, pas de gardien entre guillemets, mais qui assurent la sécurité au niveau de ces quartiers, et entre autres. Quel rôle primordial pour les agents aujourd'hui, ces 13 000 jeunes dont vous parlez? Merci. La décision majeure qui a été prise par le président de la République
une fois arrivé au pouvoir, c'était d'institutionnaliser la sécurité de proximité. Bon, nous avons une histoire en 1987 avec les policiers qui ont été radiés et qui ont été repris dans l'administration. Et en 2012, la décision principale, c'était d'institutionnaliser, de changer de paradigme en matière de sécurité intérieure, surtout au niveau de sa composante sécurité publique. C'est la raison pour laquelle l'agence a été créée avec 5 missions précises. La première mission, c'est de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan national de lutte contre la délinquance. La deuxième mission, c'est d'établir des guides déontologiques au profit de tous les ASP, ce qui a été fait intégralement au profit de ses assistants. La troisième mission consiste à participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrats locaux de sécurité en relation avec les comités départementaux de sécurité. Et comme quatrième mission, nous avons promouvoir en tout cas toutes les études dans le domaine de la sécurité de proximité. La cinquième mission, c'est la mission la plus connue, c'est le recrutement, la formation et le déploiement auprès de la police et de la gendarmerie et des autres administrations, les assistants. C'est la raison fondamentale pour laquelle, après 2 générations de recrutement, une première génération de recrutement en 2013 avec 10 000 jeunes, et une deuxième promotion en 2017 avec 3 000 jeunes, parce qu'entre-temps, il y a eu 3 000 ASP qui ont réussi à des concours, parce qu'il y en a beaucoup qui sont diplômés. En 2013, nous avions reçu 20 000 demandes, alors que l'objectif recherché était de disposer de 10 000 agents. En 2017, nous recherchions à l'époque 3 000 assistants pour compléter le gap des 3 000 qui ont réussi à des concours. Nous avions droit à 30 000 demandes, dont beaucoup de cadres. Nous avons 45 unités départementales qui sont dirigées pour la plupart par des jeunes qui ont bac plus 5 et qui au départ étaient des assistants. Conformément au décret portant création et fonctionnement de l'institution, nous recrutons les ASP sur la base d'un certain nombre de critères. Il y a le casier judiciaire, l'enquête de moralité, et j'ai ajouté un troisième critère, à savoir le projet professionnel qui doit accompagner les jeunes jusqu'au terme de son engagement légal, la durée légale, qui est de 2 ans renouvelable une fois après évaluation du service rendu, pour qu'il puisse voler de ses propres ailes et faire de l'agence un centre d'incubation, en tout cas pour renforcer les capacités de ces jeunes pour qu'ils puissent disposer à la fin d'un métier. Si je vous entends, M. Faye, vous parliez de 20 000 demandes alors que vous en aviez besoin de 10 000, 60 000 alors que c'est peut-être moins qui était nécessaire. Est-ce une manière de montrer aujourd'hui qu'au Sénégal est plutôt un baromètre pour dire que le sous-emploi ou l'emploi des jeunes reste encore une problématique? L'emploi des jeunes reste une problématique un peu partout à travers le monde. Même les pays développés font face à ce phénomène. Surtout un pays composé de jeunes, parce que pratiquement la majorité de la population a moins de 35 ans. Donc c'est tout à fait normal que les pays africains, en tout cas, soient confrontés à ce problème relatif à l'emploi des jeunes. Mais je veux dire tout simplement que les engagements qui ont été pris par les chefs de l'État, je fais partie de ceux qui ont eu en tout cas le privilège à participer à la réflexion programmatique sur l'élaboration du programme politique de gouvernement et de son projet de société, surtout la partie jeunesse et emploi. Les engagements qui ont été pris sont vérifiables. Vous allez à l'inspection du travail, vous allez vous-même vous rendre compte du nombre d'emplois qui ont été créés, enregistrés en bonne et due forme, sans compter maintenant les emplois agricoles, les emplois dans le secteur informel, et ainsi de suite. Donc les 500 000 emplois qui ont été promis ont été largement dépassés. Certains vous diront cela ne veut pas dire que le problème est totalement réglé. Oui. Cela est prouvé. Mais nous sommes dans un pays jeune, un pays qui se développe, et chaque année aussi, il y a des jeunes diplômés qui entrent dans le marché du travail. Maintenant, il y a un travail à faire à ce niveau, c'est faire de telle sorte qu'il y ait une cohérence entre la formation des jeunes et les besoins du marché du travail. Et le président a élaboré beaucoup de programmes de formation, en théorie comme en pratique. Tout a été revu, même les curricula, les programmes, en tout cas pour former plus de scientifiques, plus en tout cas de techniciens, plus de jeunes capables d'être absorbés par le marché du travail. Maintenant, conformément à notre décret, nous avons formé, recruté et formé et mis à la disposition de la police 2000 éléments au départ, 1000 éléments au niveau de la gendarmerie,
1000 éléments dans l'administration territoriale, 500 ASP au niveau des familles religieuses dans Popenguine. Et nous faisons un travail aussi de suivi, après notre participation en tout cas, de suivi à la campagne nationale d'hygiène publique et de déguerpissement dirigée par notre camarade et ami Fofana. Donc nous avons réussi un maillage territorial, un maillage institutionnel et un maillage national. Les ASP sont un peu partout, parce que dans le décret portant création de l'institution, on nous demande de recruter, de former et d'appuyer les forces régaliennes, la police et la gendarmerie. Parce que tout le travail que nous le faisons exactement sous le tutorat, l'encadrement de la police, et la supervision gendarmerie. de la police et des autres administrations. Oui, mais nous sommes présents partout. Vous êtes, peut-être le terme qui est utilisé, des assistants de sécurité de proximité. Certains parlent d'auxiliaires de développement pour ces assistants ou agents, mais qui sont présents certes aux côtés de la police, de la gendarmerie. Très récemment, on a vu une note du ministère de l'Intérieur qui apparemment se départissait de certains de ces ASP. Est-ce que c'est le cas pour peut-être éclairer la lanterne des auditeurs et téléspectateurs sur ce sujet? Les ASP sont-ils toujours avec la police ou en moindre nombre? Bon, c'est une vraie opportunité d'aborder cette question, parce qu'à l'époque, je me souviens, j'ai été interpellé par beaucoup de journalistes, mais en tant qu'apprenti homme d'État, je ne voulais pas à l'époque me prononcer sur la question. En vérité, c'est une rumeur, ça n'a jamais été le cas. Nous avons l'obligation, conformément à notre décret, au décret portant création et fonctionnement de l'institution, de recruter, de former. Nous formons sur 45 jours et nous mettons à la disposition de la police, de la gendarmerie et des autres administrations. Parce que l'ASP a une position transversale et nous agissons dans le cadre de la proximité, de la prévention, de l'alerte, de l'assistance et de l'information. Donc les ASP sont encore à la police. Il y a une convention qui nous lie. Nous avons huilé les rapports quand je suis arrivé à la tête de cette institution. Une séance de travail a été organisée dans le cadre d'évaluer cette convention partenariale qui nous lie avec la police. Donc les ASP, il n'a jamais été question, ni de la part du ministre, ni de la part de mon collègue directeur général de la police nationale, que je salue au passage, il n'a jamais été question, encore une fois, de retirer les ASP, ou de retirer les ASP de la police. Les ASP sont encore au niveau de la police et ils sont utiles à la police, ils sont utiles un peu partout. Récemment, un préfet m'a dit si c'était la fin de... Si on devait prononcer la fin de l'aventure des ASP, ce serait une catastrophe dans l'administration. Je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être la mission la plus visible, c'est celle qui consiste à recruter, à former, à déployer au niveau de la police, de la gendarmerie et des autres administrations des ASP, afin de renforcer les dispositifs sécuritaires et d'aider les autres secteurs de l'administration. Vous êtes au niveau des structures hospitalières, vous êtes on est partout, avec les sapeurs-pompiers, vous êtes un peu partout. On est partout. Dans le cadre de la lutte contre la Covid, nous avons fait un travail extraordinaire. Donc les ASP sont partout. Encore une fois, ils sont même utilisés au-delà de l'aspect sécuritaire, parce que bon, 8000 ASP, au moins 10 000 ont un métier. Le tiers nous vient de l'armée, c'est d'anciens militaires. Donc vous allez au niveau des centres d'accueil, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de l'aspect sécuritaire, les ASP sont utilisés comme chauffeurs, comme assistants, comme secrétaires, comme archivistes, comme comptables, comme infirmiers, comme informaticiens. Donc partout où ils sont accueillis, en fonction des manquements sur le plan des ressources humaines au niveau de l'administration, ils interviennent. Au niveau des collectivités locales, où nous avons 2000, ils sont très appréciés dans le cadre des recouvrements fiscaux, dans le cadre de l'état civil, et même dans le cadre de la lutte contre la pandémie, la Covid-19, les aspects sont presque On les a vus présents notamment durant cette période de couvre-feu, d'état d'urgence. Certains ont reproché à certains de vos éléments d'aller ou d'outrepasser leurs prérogatives. Qu'est-ce qui est fait déjà pour ces... Bon, c'est comme dans toutes les administrations ou dans toutes les sociétés, il y a 2 ou 3 brebis galeuses, comme on peut l'appeler ainsi. Qu'est-ce qui est fait justement pour qu'il y ait une bonne formation et que l'on ne s'échappe pas de l'essentiel justement de cette mission de ces assistants de sécurité de proximité? D'abord, le plus important, c'est de retenir que c'est 10 000 jeunes environ qui ont accepté, qui sont à la fleur de l'âge et qui ont accepté de se sacrifier au profit de toute la nation entière, sans contrepartie financière.
au-delà du pécule qui leur est remis chaque mois, ils ont droit à d'autres privilèges, c'est vrai, comme la prise en charge médicale à hauteur de 80%, le couple ASP et toute la procédure. Et là, nous passons de la mutuelle vers la mise en place, c'est déjà effectif, d'un centre médico-social au niveau des partenaires Asseni. Après une enquête qui nous a montré qu'à Pékin, il y a des hôpitaux, à Guéyoua, il y a des hôpitaux, mais au des parcelles Asseni, il n'y a pas encore d'hôpital. Au-delà de ce privilège également, il y a le transport qui est déjà gratuit à travers la convention qui nous lie avec Dakar Demdik. Je remercie aussi mon collègue de passage. Donc, le transport est gratuit à Dakar, à Saint-Louis, à Hambourg, comme à Kaolack. Et nous travaillons pour rendre général, en tout cas, la gratuité du transport sur toute l'étendue du territoire. Ça, ce sont les acquis. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, sur la question. Sur les 10 000 ASP, la plupart des ASP nous viennent de l'armée, c'est d'anciens militaires, ils ont un métier. Dans le statut des ASP, ils doivent être formés sur 30 jours. Nous les formons sur 45 jours. Et à travers aussi les conventions qui nous lient avec les parties prenantes, ces parties prenantes ont l'obligation de compléter la formation de ces ASP en fonction du métier d'accueil. Voilà, donc maintenant, une formation complétée par la gendarmerie, complétée par la police, etc. Il y a un ASP qui a dérivé, il y a un ASP qui a dérapé. Sur 10 000 ASP dans toute l'année, forcément, il faut qu'il y ait quelques petits cas, comme c'est le cas, excusez de la redondance, dans tous les secteurs de la vie et dans toutes les catégories socio-professionnelles, et ainsi de suite. Mais la formation, elle est bonne. Ils sont très bien formés. C'est des patriotes, c'est des engagés civiques, c'est des citoyens modèles, c'est des jeunes qui doivent être présentés comme repères, comme référence au profit des autres jeunes. Certains ont vite fait de revenir sur, ou en tout cas proposent que l'on puisse changer le statut de ces ASP, puisqu'on a vu le rôle qu'ils jouent sur le plan de la proximité. On sait qu'il n'y a presque plus ces commissariats ou polices de proximité pour en faire une force, comme c'est le cas pour la police nationale, pour la gendarmerie, peut-être à un moindre niveau, mais qui puissent avoir des prérogatives qui puissent leur permettre justement, s'il le faut, d'user de la force régalienne pour justement faire face à cette criminalité, petite ou grande. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. C'est une agence qui a été créée par le président pour changer de paradigme en matière de sécurité intérieure, surtout au niveau de sa composante sécurité publique. C'est une agence qui a été créée dans un contexte particulier pour renforcer les dispositifs sécuritaires gérés par les forces régaliennes et donner à une bonne masse critique de jeunes une occupation pour pouvoir participer à la construction et à l'édifice du pays. Bon, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'utilité de ces ASP n'est plus à démontrer. Partout où vous allez, dans toute l'administration, vous allez voir au niveau des préfectures, au niveau des camps militaires, au niveau des mairies, des collectivités locales, partout, les ASP sont utilisés, au-delà même des raisons pour lesquelles l'agence a été créée. Maintenant, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un travail qui a été fait par mon prédécesseur, mais nous avons quand même organisé un atelier de réflexion auquel nous avons convié tous les experts en emploi et en sécurité pour discuter et échanger sur la pérennisation de l'aventure qui est très appréciée. Et je rappelle que il y a 6 mois, nous avons organisé au Sénégal une conférence régionale internationale à laquelle tous les pays de la CEDEAO ont participé, le Tchad et la Mauritanie, pour venir au Sénégal s'inspirer du modèle sénégalais en termes de sécurité de proximité, pensé et mis en œuvre par le chef de l'État. Donc nous avons Est-ce qu'on peut penser à une montée en puissance que les prérogatives de cette agence et de ses assistants puissent peut-être évoluer dans un sens un peu plus poussé pour qu'ils soient réellement sur le... Effectivement. Je donne l'exemple des quartiers sûrs, c'est un concept que nous avons développé et les ASP sont présents dans un certain nombre de quartiers à Dakar et à Pékin par exemple. Et partout les témoignages sont unanimes. Les bénéficiaires de ces services nous disent que depuis l'installation des ASP, les commerces continuent jusqu'à 2 h du matin, ce qui n'était pas le cas avant. Plus de sécurité. Les lieux de culte, les mosquées en particulier, sont ouverts, ces lieux de culte, très tôt le matin, ce qui n'était pas le cas souvent. Et même le prix du loyer a un peu augmenté dans ces quartiers, parce que des quartiers quand même, les gens savent que ces quartiers sont sécurisés. Maintenant, nous, ce que nous faisons, c'est que nous avons déjà réfléchi. Et les conclusions des travaux ont été remises aux autorités compétentes, à notre ministre de tutelle, qui a bien voulu nous rendre visite depuis, après 7 ans, en tout cas depuis la création de cette institution, et qui a salué le travail titanesque que les ASP abattent sur le terrain tous les jours
au profit de toute la nation entière sans contrepartie financière. Donc les résultats de ces travaux ont été remis au ministre et au président. Donc on peut dire que la réflexion est poussée pour aller vers... Très poussée. Nous avons Parce beaucoup que réussi. Le débat s'est posé sur, par exemple, la sécurisation elle-même de ces ASP qui sont sans armes, sans taser, comme on les appelle, c'est-à-dire qui eux-mêmes ne sont pas en sécurité puisque n'ayant pas peut-être les outils nécessaires pour faire face justement à... C'est vrai, il y a deux choses à retenir à ce niveau. La première chose, c'est qu'ils sont armés légèrement. Ils n'ont pas droit à l'arme lourde, c'est vrai. Mais bon, ils ont un matériel de protection. Il n'y a pas d'armes létales. J'ai vu il y a un mois un pays frère, le Burkina, à 7 heures quand je venais au bureau, qu'ils sont en train d'expérimenter le même modèle. Mais chez eux, les assistants sont armés. Le contexte n'est pas différent. Parce qu'il y a le terrorisme, il y a les groupes religieux radicaux qui opèrent à ce niveau, ce qui est totalement Mais la réflexion est quand même lancée aussi sur ce La réflexion sujet. est lancée, elle est très en avance. Et je vous le dis, nous avons organisé des séminaires auxquels tous les experts, en tout cas, en sécurité, tous les partenaires de l'agence, les experts également en emploi des jeunes, tous ces gens ont été conviés et nous avons beaucoup réfléchi. Et les résultats de ces travaux ont été remis aux autorités compétentes sur les perspectives professionnelles de l'agence et la pérennisation, en tout cas, de cette institution qui a été pensée et installée par le chef de l'État, qui est un modèle salié et très apprécié dans toute l'Afrique aujourd'hui, parce que nous sommes leaders, pionniers, en tout cas, dans la sous-région en termes de sécurité de proximité. Et c'est la forme qui change, mais sur le fond, les forces de défense et de sécurité abattent un travail extraordinaire partout dans le monde. Mais bon, elles ne sont pas en nombre suffisant, c'est vrai. Et puis, il y a de plus en plus une nouvelle... la demande en termes de sécurité qui augmente et l'apparition également de nouvelles formes de violence et le développement, je l'ai dit tout à l'heure, du banditisme, de la petite et de la grande délinquance. Donc le président a bien fait en tout cas de changer de paradigme en institutionnalisant la sécurité de proximité. Et le Sénégal sert aujourd'hui de modèle un peu partout à travers le monde. Partout, surtout, les perspectives sont là. Nous avons réfléchi et nous avons remis les travaux, en tout cas pour ces jeunes, pour que cette aventure puisse continuer et pour que ces jeunes puissent avoir, au-delà de la durée légale, parce qu'ils sont engagés pour 2 ans, renouvelables une fois après évaluation des services rendus. Le président a bien voulu leur accorder une prolongation de 3 ans, au moins à la fin de l'engagement légal, au terme de leur durée, que ces jeunes puissent quand même disposer de perspectives professionnelles pérennes. On reviendra sur tous ces aspects et bien d'autres. Ce sera juste après cette courte pause. Tout de suite, toute la vérité revient sur Sen TV. Merci, la régie et Zik FM. Tout de suite, nous poursuivons avec votre émission Toute la vérité sur la Sen TV. Toujours avec nous, Birame Faye, directeur général de l'agence, on dit agence d'assistance à la sécurité de proximité. Certains vont dire juste agence pour la sécurité de proximité, mais les ASP qui sont pas seulement des agents, mais plus des assistants et surtout, je le disais tout à l'heure, des auxiliaires du développement, puisque vous êtes présent un peu partout déjà au Sénégal et même vous inspirez la sous-région et d'autres pays de l'Afrique. Alors, l'emploi des jeunes, vous avez connu une direction, notamment l'Agence nationale de l'emploi des jeunes, entre autres. C'est toujours dans cette optique-là que le chef de l'État, avec votre parti au pouvoir, l'APR et ses partenaires de Benno Bokk Yakaar, faites le nécessaire ou le maximum en tout cas pour que ces jeunes puissent avoir un emploi décent. Au-delà de cette perspective de ces agents ou assistants de sécurité, qu'est-ce qui est fait globalement si on prend un peu la politique du chef de l'État dans ce sens? En termes d'emploi? Oui. Bon, en termes d'emploi et de formation, ce que nous pouvons retenir, c'est que après la création de notre parti, nous avons fait le tour du pays, on a été à l'écoute de nos compatriotes, des Sénégalaises et des Sénégalais, de nos concitoyens. Un programme politique de gouvernement a été élaboré et soumis à l'appréciation du peuple souverain sénégalais. Et grâce à Dieu et au peuple sénégalais, nous sommes aux commandes de ce pays depuis environ 8 ans. Et je remercie le peuple souverain sénégalais pour sa confiance et je rends grâce à Allah le Tout-Puissant. Dans le cadre du programme, il y a 3 axes.
fondamentaux, parce que quand nous sommes arrivés au pouvoir, on a voulu harmoniser notre programme originel et les programmes que nous avons trouvés sur place. Parce que le pays aussi a une histoire en termes de plan de développement. On a trouvé des documents. La continuité. Voilà, voilà donc la stratégie nationale, la stratégie nationale voilà, économique et sociale, les documents de réduction d'impôts. On a voulu harmoniser tout. La stratégie de croissance accélérée. Et l'harmonisation d'ensemble de ces documents a donné naissance à la vision du président pour un Sénégal émergent d'ici à 2035, qui constitue notre principal tableau de bord, le référentiel de toutes les politiques publiques. Voilà, le plan Sénégal émergent, qui a 3 axes. Le premier axe, c'est la structuration de l'économie. Le deuxième axe, c'est le développement du capital humain. Le troisième axe est axé, excusez de la redondance, sur la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. Mais dans le deuxième axe, il faut quand même des citoyens sénégalais formés en bonne santé pour pouvoir quand même tenir l'économie du Sénégal. C'est la raison fondamentale pour laquelle, dans un pays, je l'ai dit tout à l'heure, composé de jeunes, sur le plan quand même majoritaire, et dans un pays où le président est jeune, parce qu'il né après les indépendances, et a dit dans son programme que la jeunesse constitue sa priorité fondamentale. Donc quand nous sommes arrivés, j'ai été à la tête de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient sur le marché de l'emploi, mais en vérité, il n'y avait pas d'adéquation entre la formation et les réels besoins du marché de l'emploi. C'est la raison fondamentale pour laquelle des universités ont été créées avec des orientations précises, des universités agricoles, numériques, et ainsi de suite, comme l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, comme l'université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, et ainsi de suite. Donc c'est des universités à vocation quand même technique ont été créées, contrairement au modèle que nous avons trouvé sur place, un modèle à travers lequel nous sommes tous passés, qui forment plus de littéraires, et ainsi de suite, des juristes, ainsi de suite. Il fallait des jeunes avec des métiers pour pouvoir affronter le monde de l'emploi. C'est la raison pour laquelle ces universités ont été créées. C'est la raison pour laquelle aussi les curricula, en tout cas le contenu des enseignements, a été revu dans toutes les universités. Et des efforts colossaux ont été consentis par les chefs de l'État dans le domaine de l'enseignement de façon globale et dans le domaine de l'enseignement supérieur en particulier. Des réformes, on en et des connaît, programmes ont été mis en place programmes, aussi. Beaucoup de réformes dans l'éducation, dans l'enseignement de manière Vous générale. allez au ministère de la formation professionnelle, il y a des programmes qui forment les jeunes de façon pratique pour allier la pratique à la théorie et pouvant les aider à disposer d'un métier. Donc tout cela a été fait, entre autres, en tout cas, pour faciliter l'emploi des jeunes. Maintenant, des engagements ont été pris par les chefs de l'État consistant à mettre à la disposition de la jeunesse de ce pays plus de 500 000 emplois. Là, je peux vous dire, sérieusement, sans risque de me tromper, que ces engagements ont été largement dépassés. Dépassés. Vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez répété allez à tout de suite. l'inspection du travail, vous allez vous rendre compte des emplois qui ont été créés en bonne et due forme et enregistrés au niveau de l'inspection du travail. Et qui ne sont pas des emplois précaires. C'est des emplois sérieux, parce qu'il y a différence entre travail et emploi, c'est vrai. Mais au-delà de ces emplois qui ont été créés, il y a d'autres emplois dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du secteur informel et dans le domaine aussi de la création de l'ASP. Donc les engagements qui ont été pris ont été largement dépassés. Cela ne veut pas dire que le problème est réglé dans sa globalité, dans son intégrité. Parce que de plus en plus, chaque année, il y a 100 000 à 200 000 en tout cas nouveaux diplômés qui entrent dans le marché de l'emploi. Donc c'est des travaux en tout cas qui doivent être continués. Pour que les jeunes quand même puissent disposer davantage de l'emploi. Et le président a pris l'engagement pour son deuxième mandat de donner 1 million d'emplois aux jeunes de ce pays. Alors, si j'aborde ce sujet, c'est tout simplement parce que de 2016 à 2019, des rapports de l'inspection générale d'État sont sortis, récemment remis au président de la République, c'était en début de semaine, un rapport de 2016, celui de 2017, celui de 2018-2019. Et dans ces rapports, justement, la question de l'emploi est revenue et surtout la question pour pratiquement toute l'administration sénégalaise et surtout certaines agences. Ce qui est assez bizarre, l'agence d'assistance de sécurité de proximité ne figure pas dans ces rapports de l'IGE. Est-ce à dire que Birame Faye, en venant, a fait l'histoire de Fatick et du bon sérieux que Ibrahim Benjamin je rends grâce à Dieu parce qu'il est un peu rare quand même, à mon âge, de faire au moins
institutions stratégiques dans nos domaines extrêmement sensibles, la sécurité. On n'a pas oublié l'ASP dans les rapports de l'IGE. La sécurité, l'emploi et l'énergie. On a fait ces secteurs en 7 ans, 8 ans. Et jusqu'ici, en tout cas, on n'a pas encore fait l'objet je dirais pas d'attaque, mais en tout cas, on n'a pas été épinglé par aucun corps de contrôle de l'État. Bon, nous respectons aussi les institutions qui ont été épinglées jusqu'à la preuve du contraire. Justement, quel devrait être le sort puisque aujourd'hui, les corps de contrôle agissent au quotidien depuis un certain temps. Il y a le FNAC, il y a la Cour des comptes, il y a aujourd'hui également l'Inspection générale d'État. Beaucoup de rapports. Est-ce que pour ces rapports-ci, il n'y aura pas un coup de poser quelque part? La volonté du chef de l'État est réelle pour améliorer la gouvernance et la reddition des comptes. Pour ce qui s'agit de l'Inspection générale d'État, je pense que c'est au niveau de l'article 9 portant statut des inspecteurs généraux d'État qui impose à ces vérificateurs quand même de remettre au chef de l'État de façon annuelle un rapport sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes. Donc c'est une information, c'est un ensemble d'informations factuelles et analytiques qui aident le président dans le cadre de la prise de décision. Et dans la bonne gouvernance. Et dans le cadre de la bonne gouvernance. Je suis en train de lire le dernier rapport, je ne l'ai pas encore terminé, mais j'ai vu qu'ils ont beaucoup insisté dans l'introduction comme dans la conclusion sur 2 choses. Le respect du décret portant répartition des services de l'État, mais la gestion des véhicules administratifs. Donc sur ces questions, je peux dire que le président a anticipé. Et nous conscients. Parce qu'il avait fait arrêter tout ce qui est marché pour l'acquisition de véhicules après avoir constaté le nombre de milliards dépensés. Il y a beaucoup d'économies déjà réalisées dans le cadre de la rationalisation des dépenses de l'État, dans le cadre de la téléphonie, dans le cadre des voyages des autorités, dans le cadre des véhicules administratifs, dans le cadre, voilà, en tout cas beaucoup de secteurs où des économies considérables ont été réalisées dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques. Et à ce niveau, au niveau des véhicules administratifs par exemple, parce que le rapport de l'IGE a beaucoup insisté sur ça. Je disais tout à l'heure que nous sommes la seule agence du ministère de l'Intérieur, nous sommes dans le domaine de la sécurité. Et le décret du président a bien dit, sauf les véhicules destinés à la sécurité. Et pourtant, on nous a refusé pour le moment quand même l'acquisition de ces véhicules. Nous avons introduit une demande de dérogation. C'est pour vous dire la rigueur, l'impartialité, l'objectivité et la neutralité en tout cas de la position du président par rapport à la rationalisation des dépenses publiques, par rapport à la réduction des comptes, et par rapport à l'état de gouvernance du pays. C'est la raison pour laquelle il a encore enjoint ses ministres et autres autorités qui doivent être assujettis à la déclaration de patrimoine de s'y mettre très rapidement avant la fin du mois d'août prochain. Mais bien sûr, parce que c'est une grande première au Sénégal quand même qu'un président de la République élu accepte lui-même de s'ériger en modèle en procédant à sa propre déclaration de patrimoine. C'est une avancée quand même notoire que le président a faite dans le domaine de la bonne gouvernance, parce qu'il a accepté lui-même de déclarer son patrimoine. Il a aussi créé l'OFNAC après avoir réactivé la CRI qu'il a trouvé sur place en disant qu'il ne protégera personne. C'est-à-dire que ses alliés, ses camarades, en tout cas tous les citoyens à qui on a confié des responsabilités. Même si paradoxalement, c'est lui-même qui dit que j'ai mis le coude sur certains dossiers pour... Je ne l'ai pas entendu le dire, de toute façon. Je n'ai pas entendu, d'accord. C'est vous qui le dites. D'accord, poursuivez. De toute façon, aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que la volonté du président, elle est manifeste, elle est connue. Il a créé l'OFNAC après avoir réactivé la CRI. Il a dit qu'il ne protège personne. Il a déclaré lui-même son patrimoine, ce qui n'a jamais existé au Sénégal. Et les corps de contrôle de l'État sont en train de faire le travail. Et les travaux l'aident aussi dans le cadre de sa prise de décision. Et les recommandations aussi, en tout cas, sont entre ses mains. C'est à lui de décider. Voilà. C'est à lui de décider, et on l'espère, en tout cas, après cette déclaration de patrimoine et surtout ces rapports de l'IGE, que des sanctions, c'est ce que certains appellent notamment par rapport à ceux qui ont été épinglés, entre guillemets, puisqu'il y a eu beaucoup
vous avez peut-être parcouru une partie de ces rapports, mais des chiffres qui, on parle de 8 milliards octroyés à une agence de téléphonie, sans trace, on parle de, vous avez parlé tout à l'heure de ces véhicules, entre autres. Donc il faut nécessairement que la justice puisse également être saisie dans ces différentes affaires. Je suis totalement d'accord, sans pour autant être plus royaliste que le roi. Je ne voudrais pas danser plus vite que la musique, je l'ai dit tout à l'heure. C'est des décisions, c'est des informations factuelles et analytiques qui doivent aider normalement le président dans le cadre de sa prise de décision. Des recommandations ont été faites au profit du président, donc c'est à lui quand même de juger, c'est à lui d'utiliser ces recommandations. Voilà. Maintenant, remettre les rapports à la justice, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Je suis pour quand même une amélioration permanente de l'état de la gouvernance et de la réduction des comptes. Donc, chez nous, à l'APR, quand on crée notre parti, on disait souvent vaincre les vices, vivre les valeurs. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire quand même, dans le cadre de la bonne gouvernance, dans le cadre de l'état de droit, dans le cadre de la réduction des comptes, je suis pour une amélioration continue. Pour nous, en tenant du pouvoir, nous devons quand même... Parce que la politique, quand même, je le dis souvent, même le prophète a eu à faire de la politique. La politique doit arriver avec compétence, c'est vrai, mais aussi avec éthique, avec intégrité, avec valeur, avec vertu, avec morale. Et à l'image du président, qui a un parcours extraordinaire sur le plan étatique institutionnel et qui n'a prenait de casserole jusqu'ici, il est possible quand même de gérer ce pays en s'érigeant en modèle, en mettant en avant des principes quand même de probité, d'intégrité, de morale, de valeur et de vertu. Donc, c'est des recommandations qui ont été faites au président. C'est à lui de voir comment utiliser ces recommandations. Mais personnellement, je ne serais pas dérangé quand même que ces rapports soient remis à la justice pour qu'elle puisse faire son travail. Pour que ces rapports ne puissent pas dormir dans les tiroirs, puisque, je le disais tout à l'heure, beaucoup de corps de contrôle, la Cour des comptes, l'OFNAC, vous en avez parlé tout à l'heure, l'IGE, entre autres, et chaque année, ce sont des rapports qui sortent, chaque année, ce sont des sociétés ou des personnes qui sont épinglées, et très rarement, pour ne pas dire presque jamais, on entend parler de personnes poursuivies pour un tel ou tel autre délit. Peut-être qu'on reviendra sur tout ceci avec le chef de l'État lui-même, qui pourra peut-être... Épinglé ou accusé, accusé, épinglé, peut-être les deux termes qui sont souvent utilisés. C'est différent d'être condamné. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure. On condamne après avoir... C'est à des niveaux différents. Au niveau de notre organisation, le président peut prendre ses responsabilités. Au niveau de l'État également, la justice peut faire son travail. Avec parcimonie et surtout une certaine liberté. Vous êtes membre de l'APR, vous parliez tout à l'heure depuis de l'APR, cofondateur du parti présidentiel. Vous êtes relativement jeune, mais vous avez accompagné, vous continuez à accompagner le chef de l'État depuis le début. Ça fait quand même quelques années. Aujourd'hui, d'autres personnalités étaient avec vous, écartées parce qu'ils sont fort en gueule, excusez le terme. C'est le cas par exemple de Moustapha Cissé Lo, le dernier en date. On parlait de brouille avec Alioune Badara Cissé, on a parlé de Moustapha Diakhaté qui a également été exclu. Vous qui avez cheminé avec tout ce beau monde, qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui? Bon, j'ai cheminé avec le président depuis longtemps, depuis l'obtention de mon bac, c'était en 1997, au PDS, Parti démocratique sénégalais. Et nous avons ensemble créé l'Alliance pour la République, dans un contexte à l'époque où nous avions, le président en tant que président de l'Assemblée, à travers la commission des finances, je pense, avait convoqué un certain nombre de structures étatiques pour qu'elles soient auditionnées au niveau de l'Assemblée nationale, tout en sachant que les missions de l'Assemblée nationale sont le contrôle de l'examen et le contrôle de l'action gouvernementale, et légiférer, voter les lois, et récemment avec le président, l'évaluation des politiques publiques. À l'époque, on nous avait accusés de tous les noms d'oiseaux, et c'était le prétexte pour nous de quitter et de créer notre propre parti, une grande première dans l'histoire politique de ce pays, parce qu'il est très rare, peut-être à part le contexte du naufrage du Diola, et souvent c'est des gens qui ont été poussés à la démission. En tout cas, il est rare de voir des hommes politiques démissionnaires et de tous leurs mandats électifs et nominatifs et de créer un parti politique. Donc, qui parle de parti politique, parle d'associations d'hommes et de femmes
qui cherche ou gère le pouvoir, c'est la base d'un programme politique de gouvernement et d'une orientation idéologique. Nous avons fait 90 000 km, nous avons été un peu partout pour être à l'écoute de nos compatriotes, de nos concitoyens, des Sénégalaises et des Sénégalais, et élaborer notre projet de société qui a été positivement sanctionné par Dieu et sanctionné positivement par le peuple souverain sénégalais, avec un programme très clair qui vise l'émergence de ce pays d'ici à 2035. Et aujourd'hui, à l'heure du bilan, nous pouvons dire quand même que ce que nous avons réussi sous le leadership du président de la République, le président Macky Sall, qui a un parcours politique, institutionnel quand même, qui ne court pas les rues, grâce à Dieu. Ce que nous avons réussi à l'espace de 7 ans, le Sénégal ne l'a pas réussi de 1960 à aujourd'hui, dans tous les secteurs de la vie socio-économique. Peut-être si l'occasion nous est offerte, on pourra revenir en détail sur les réalisations qui ont été faites dans tous les domaines. Ce sera l'heure du bilan, peut-être. Il n'y a pas de problème. Maintenant, vers 2024, aujourd'hui, si c'est pas reporté, nous entamons un deuxième mandat. Les engagements que nous avions pris vis-à-vis du peuple sénégalais sont clairs. Ce sont les 5 programmes, les 3 initiatives et les 5 accès universels. C'est l'engagement que nous avons pris devant le peuple souverain sénégalais. Et c'était le prétexte aussi pour que le bail en termes de confiance soit renouvelé au profit de notre majorité. Donc aujourd'hui, l'accent doit être mis sur la satisfaction de ces engagements qui ont été pris au profit du peuple souverain sénégalais qui nous a fait confiance à toutes les consultations électorales. Pas les considérations crypto-personnelles. Non, pas les considérations crypto-personnelles. Je pense quand même, j'ai été toujours clair à chaque fois que cette question m'a été posée. Nous avons pris des engagements. Dans un pays, on ne peut pas mettre un pays dans une situation de campagne électorale, d'invectives, d'injures, d'insultes de façon permanente. Il y a un temps pour la consultation électorale, mais il y a un temps pour le travail. Dans une démocratie, le baromètre, c'est les résultats de l'élection. Nous avons été en consultation électorale. Les Sénégalais ont choisi, c'est l'heure de travailler. Nous devons travailler sérieusement à l'image du chef de l'État pour donner satisfaction au peuple sénégalais. Donc ce n'est pas l'heure des insultes, ce n'est pas l'heure des invectives, ce n'est pas l'heure des injures. Et quelle que soit l'émanation, le président doit prendre ses responsabilités et sévir. Je suis totalement d'accord. On a vu peut-être sur en ce qui concerne peut-être le vice-président de l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo, je le disais, vous avez cheminé ensemble depuis le début de l'APR, de la formation de ce parti. C'est le cas pour Moustapha Diakhaté, Mbaye Ndiaye, Alioune Badara Cissé. Il y a quand même une histoire que vous pouvez raconter, une histoire que vous avez vécue avec ces différentes personnes. Bien sûr. Différente peut-être cette histoire de ceux qui sont venus juste après ou peut-être au profit d'une seconde alternance. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que si nous sommes des gens qui sont ensemble, ils ne peuvent pas être d'accord toujours sur tout. Ce n'est pas possible. Excusez-moi, sinon il y a de l'hypocrisie ou bien une nouvelle forme d'esclavage en vérité. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait une divergence sur les points de vue. Vous-même, vous avez subi ces divergences à Fatick avec certains de vos proches. Bon, on ne va pas revisiter l'histoire de Benno Bokk Yakaar. Moi, je suis en bon terme avec tout le monde. Farba Ngom qui... Farba, on a eu un malentendu. Maintenant, oui, c'est un malentendu. On a eu un malentendu, comme ça se passe naturellement. Bon, ça a été rapporté autrement par une certaine presse, pas toute la presse. Mais bon, nous avons de bons rapports actuellement. Elle a bon dos, la presse. C'est un membre fondateur de la paix pour qui j'ai du respect. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui sont ensemble, dans le cadre d'un projet de sérieux, l'émergence d'un pays, ils ne peuvent pas être toujours d'accord sur tout. Mais vous savez, un parti politique, on y adhère volontairement. C'est une association d'hommes et de femmes. L'adhésion est libre. Pour chercher ou gérer le pouvoir, sur la base d'une orientation idéologique ou d'un programme politique de gouvernement, il y a des espaces de discussion, de dialogue. Est-ce que ces espaces fonctionnent? Puisque la question qui se pose aujourd'hui... Mais ils sont tous ces gens que vous venez de citer, sont tous membres du secrétariat exécutif national, qui se réunissent de façon régulière. Et au-delà de ça aussi, ils ont le privilège de pouvoir voir le président quand ils veulent. Donc, on ne peut pas toujours être d'accord. Mais il y a des espaces dégagés, en tout cas, des frontières en tout cas, que nous ne devons pas dépasser. Voilà, nous sommes dans un parti politique, on dit souvent qu'en politique c'est l'addition, la multiplication. Donc ça fait mal toujours qu'un camarade quitte, ou bien qu'on licencie ou
en tout cas, exclut plutôt on exclut un camarade. Un camarade, personne ne le souhaite. Mais aussi, surtout des fois, des gens avec qui vous avez aiment bien cheminé châtier, depuis. des gens avec qui des gens avec qui on a cheminé ensemble, quelqu'un comme Moustapha. Pour les autres, c'est des désaccords. Voilà, mais souvent, c'est des réconciliations. Donc, à part Moustapha Diakhaté peut-être et Cissé Lo, tout le monde est là. Tout le monde est là. La paire se développe. La paire a gagné toutes les consultations électorales. La coalition qui gère le pays conformément à l'engagement qui a été pris par le président, à savoir gagner ensemble et gouverner ensemble. La coalition Benno Bokk Yakaar est la coalition la plus solide, qui a le plus, en tout cas, duré dans toute l'histoire politique du Sénégal. Pourtant, certains se posent la question concernant votre parti, l'APR, pas la coalition Benno Bokk Yakaar, sur son devenir ou son avenir, puisque certains, souvent, le mot qui est utilisé, manque de structuration de l'APR. Bon, là, il faut retenir un certain nombre de choses. La première chose, c'est que nous avons un bon leader. Le président Macky Sall, et je l'ai dit tout à l'heure, a un parcours politique et institutionnel qui ne court pas les rues. Vous ne le verrez nulle part sur le parcours du président. Grâce à Dieu et grâce également à son mérite personnel. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons la coalition qui a duré en tout cas le plus dans toute l'histoire politique du Sénégal. La coalition Benno Bokk Yakaar. Conformément à l'engagement qui a été pris de façon sincère, honnête par le chef de l'État, gagner ensemble et gouverner ensemble. Troisièmement, nous avons un bilan en tout cas, les faits sont têtus. Un bilan qui force le respect, la considération et l'admiration. Ça, c'est pour la coalition. Maintenant l'APR n'est pas structurée, mais l'APR a battu tous les partis structurés, ou bien qui se disent être structurés. L'APR n'est pas structurée, mais l'APR a battu tous les partis centenaires. Donc, jugeons les résultats. La planification dans le sens qu'à la lecture du résultat. À l'époque, on avait dit le temps, ni les moyens de structurer le parti. Il ne fallait pas le fermer, il fallait l'ouvrir pour accueillir tout le monde. Donc, ce manque de structuration, nous souhaitons que la structuration, parce que nous sommes à 20%, c'est vrai, du processus de structuration. Nous sommes à la première étape, conformément à nos statuts et règlements intérieurs, à savoir le comité. Il nous reste la section, il nous reste la coordination, il nous reste la délégation, il nous reste la convention à l'échelle régionale. Donc, je peux dire que nous sommes à 20% du processus de structuration. En termes d'organisation, c'est pareil. Notre souhait, c'est que ce processus structuré soit poursuivi. Notre souhait, c'est que ce processus organisationnel soit poursuivi. Notre souhait, c'est qu'une évaluation soit faite par rapport à des fonctions politiques qui ont été données à des camarades depuis 10 ans. Voilà. Mais ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que malgré ce manque de structuration, malgré ce manque d'organisation, en tout cas, l'APR a marqué l'histoire de ce pays sur le plan politique. Et l'APR a marqué l'histoire politique du monde entier. Nous avons créé notre parti après avoir démissionné de tous nos mandats électifs et nominatifs. Une grande première dans l'histoire politique du Sénégal. Nous avons créé notre parti et nous sommes arrivés au pouvoir après 3 années d'existence dans l'opposition. Une opposition pure et dure. Une opposition civilisée. Pas une opposition par procuration, mais une opposition où nous avons fait le tour du pays, et une opposition qui nous a permis d'être à l'écoute de tout le monde. Une opposition qui nous a permis de faire 90 000 km et d'avoir un bon projet de société. Donc, les partis, on n'envie pas les partis structurés. Les perspectives sont bonnes donc, sur le plan politique pour, on a un bon leader. Et pour l'APR et pour la coalition. On a une bonne coalition, on a un bon bilan. Donc, consécutivement et logiquement, les perspectives ne peuvent être que bonnes, rassurante et optimiste. Il faut aller peut-être sur cet optimisme pour, comme certains comme Amadou Ba, de vite parler de l'après 2024, de la présidentielle, pour annoncer même une probable autre candidature de l'APR, peut-être pas forcément de Macky Sall, mais on le sous-entend, après 2024, donc pour un 3e mandat. Ce fameux débat qui revient encore, et ce sont toujours des membres de l'APR qui le soulèvent. Ce ne sont pas toujours des membres de l'APR qui le soulèvent. Très souvent. Bon, pas très souvent. J'ai écouté le professeur Babacar Gueye, constitutionnaliste, qui a parlé de la légalité d'un 3e mandat, d'un second mandat ou d'un 3e du président. J'ai écouté le maire, notre camarade et ami de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy, parler de la légalité constitutionnelle de ce mandat après 2024.
J'ai écouté également le maire Bamba Fall de la Médina dire que ce serait un mandat légal, en tout cas constitutionnel. Voilà. Maintenant, nous sommes dans un parti politique. Et qui parle de parti politique, quand même parle d'association à laquelle on adhère librement, sous le leadership d'un homme qui s'appelle le président Macky Sall et qui a été très clair sur la question, qu'il n'est pas permis à un militant du parti d'aborder cette question en dehors des instances. En dehors des instances. Donc je me limite à ça. De toute façon, nous avons une vision pour l'émergence du Sénégal. D'ici à 2035, nous sommes sur la bonne voie. Les indicateurs sont rassurants. Les partenaires, en tout cas techniques, nous respectent et le pays, quand même, rayonne au niveau international. Birame Faye, sur le plan local, Fatick vous intéresse pour une probable mairie, Dakar ou d'autres localités, sur le plan personnel, je veux dire, politiquement parlant, ou vous attendez également les instances du parti, peut-être pour avoir des velléités, personnellement, sur le plan politique? Bon, il n'y a pas de velléité. Nous sommes dans un parti libéral. Les prises d'initiative sont encouragées. Nous sommes dans un parti où le leader, quand même, fait la promotion et encourage quand même les jeunes. Je suis de Fatick, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Et je pense avoir abattu là-bas un travail extraordinaire. Vous pouvez quand même faire vos recoupements ou vos enquêtes. Fatick m'intéresse bien sûr. En tant que maire. Mais je suis dans un parti politique. Et qui parle de parti politique, quand même parle de discipline de parti. Donc si les Fatickois, la population fatickoise est d'accord et que notre parti, à sa tête, le président, est d'accord, je suis intéressé par Fatick. Voilà, donc ce qui est sûr, on attend d'abord que le parti dise « Ok, allez-y ». Et Birame Faye sera candidat pour la mairie de Fatick. Ceux qui y sont présentement et qui sont aussi de votre parti n'ont qu'à bien se tenir, c'est ça? Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous, Birame Faye. Ce fut un plaisir de converser avec vous tout au long de cette émission. Peut-être votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de vous remercier et puis de rendre grâce à Dieu, de remercier les Sénégalais, de féliciter le président, de l'encourager davantage pour les défis qui nous restent à relever ensemble au profit du peuple sénégalais et de lancer un appel à mes compatriotes de soutenir l'action du président, qui est un homme dont la vision quand même est éclairée et puis qui travaille d'arrache-pied bec à ongles pour l'émergence de ce pays. Des propos d'un apériste pur et dur. Pur et dur. Et surtout cofondateur ou fondateur même de ce parti. Merci à vous, Birame Faye. Merci également à vous autres téléspectateurs de la Sen TV. Toute la vérité revient dimanche prochain et c'est avec un autre invité.